Ce n'était pas humain, pas quelque chose que je pourrais décrire avec des mots. J'ai passé une semaine dans une vieille maison d'un petit village isolé. La pièce où je dormais avait des verrous, un pour la fenêtre et un pour la porte, que je fermais soigneusement chaque soir. La maison était ancienne, les murs craquaient à chaque souffle de vent, mais je me disais que ce n'était qu'une question d'habitude. Une nuit, en plein milieu de mon sommeil, j'ai été réveillé par des coups étranges contre la fenêtre. Ce n'était pas le bruit régulier d'une branche ou de la pluie, mais des frappes légères, rythmées, presque hésitantes. J'ai attendu quelques secondes, le cœur battant, puis j'ai fini par me rendormir en me persuadant que c'était mon imagination. Le lendemain matin, j'ai remarqué que les verrous de la fenêtre et de la porte étaient ouverts. Le verrou de la fenêtre pendait, et sur la moquette, juste à côté de mon lit, il y avait des traces de terre sèche, comme si quelqu'un avait marché là avec des chaussures sales. J'ai d'abord cru à une mauvaise blague, mais je n'avais pas entendu un seul bruit de pas pendant la nuit. Quand j'en ai parlé à la propriétaire, elle m'a regardé d'un air étrange avant de me dire que cette chambre appartenait autrefois à sa fille. Elle a ajouté que sa fille s'intéressait à des pratiques occultes, qu'elle faisait des rituels dans cette même pièce et que, depuis sa disparition, des choses inhabituelles s'y produisaient encore. Sa voix n'avait pas tremblé, comme si elle en avait parlé trop souvent pour encore s'en étonner. Je n'ai plus dormi seul après ça. J'ai déplacé mes affaires dans la chambre de mon ami et, chaque nuit suivante, je me suis endormi en entendant le vent contre les vitres, en me demandant si les coups sur la fenêtre cherchaient à prévenir ou à rappeler quelqu'un. J'ai eu pas mal d'expériences étranges au fil des ans, mais celle-ci est celle que je vais raconter pour l'instant. Vers 2011 ou 2012, j'avais une petite amie, aujourd'hui mon ex, qui rêvait de vivre quelque chose de paranormal. Ma famille avait déjà eu des expériences, la sienne aussi. Elle était impatiente d'en voir une de ses propres yeux. Elle a donc décidé de faire le cliché absolu, aller dans un cimetière au beau milieu de la nuit pour essayer de capturer quelque chose sur photo, en vidéo ou en audio. J'étais contre cette idée, parce qu'à l'époque nous vivions chez mon père, dont la santé était fragile, et j'avais toujours entendu dire que des « choses » pouvaient parfois te suivre après ce genre d'expédition. Je ne voulais rien risquer qui puisse aggraver son état. Mais elle faisait partie de ces personnes qu'on ne peut pas dissuader une fois qu'elles ont décidé quelque chose. Et comme je savais que ce quartier pouvait être dangereux la nuit, à cause des gens qui sortaient ivres des pubs alentours, j'ai fini par l'accompagner. Nous avons passé environ 3h30 à errer dans le cimetière pour, au final, roulement de tambour, ne rien trouver du tout. Alors nous sommes rentrés. Nous avons regardé la télé pendant un moment avant de nous endormir. Comme nous nous étions couchés à une heure ridicule, nous ne nous sommes réveillés qu'à 11h30. Nous avons parlé de la nuit précédente, du fait que rien ne s'était passé, puis la conversation a dérivé sur les expériences paranormales de nos familles. Pendant que nous parlions, je m'habillais. J'étais assis au bord du lit, en train d'enfiler mes chaussures, quand on a entendu le craquement familier de la porte qui s'ouvre. Mon ex a eu un regard de panique, car elle n'était pas habillée. D'un geste rapide, elle s'est levée et a tiré la couette pour se couvrir. Je me suis tourné vers la porte, perplexe, puisque nous étions les seuls à pouvoir monter à l'étage. Mon père, lui, ne pouvait pas, il avait les jambes très abîmées, couvertes de plaies profondes qui ne guérissaient pas. La poignée s'est abaissée lentement, puis la porte s'est ouverte d'elle-même. En 4 secondes environ, elle s'était ouverte aux 3/4. Ensuite, la poignée est remontée doucement à mi-chemin avant de claquer, comme si la main invisible qui la tenait venait de la lâcher. Puis la porte s'est ouverte complètement. De là où j'étais, je pouvais voir qu'il n'y avait absolument personne de l'autre côté. J'ai eu un grand sourire, un mélange de choc et d'incrédulité, parce que quelque chose d'autre clochait, il n'y avait eu aucun bruit avant que la porte ne bouge. Or la maison était vieille, les planchers et l'escalier grinçaient tellement qu'il était impossible de se déplacer sans qu'on entende tout. Mon ex m'a demandé d'une voix tremblante, « Qui est là ?» Et tout ce que j'ai pu répondre, c'est « Personne ». Je suis finalement sorti de la chambre pour vérifier,
mais il n'y avait que nous trois dans la maison, et mon père n'avait pas bougé du rez-de-chaussée. Une demi-heure plus tard, je suis allé au magasin du coin pour acheter quelques bricoles. J'ai pris 2 burgers pour qu'on les mange vite fait au petit déjeuner. En rentrant, mon ex était dans la cuisine à me parler pendant que je mettais les 2 burgers dans le micro-ondes, chacun sur une petite assiette, côte à côte, occupant presque tout l'espace du plateau. Après 1 minute environ, j'ai jeté un coup d'œil à travers la vitre, et j'ai figé. Les 2 assiettes n'étaient plus côte à côte, elles étaient empilées, l'une sur l'autre, bien au centre du micro-ondes. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert la porte, sorti les assiettes telles quelles et les ai montrées à ma copine. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Elle m'a dit, « Je sais que tu ne les as pas mises comme ça, je t'ai regardé faire. » À partir de ce jour, la porte qui s'ouvrait toute seule est devenue une habitude. C'est arrivé régulièrement pendant environ 6 mois, au point qu'on n'y faisait même plus attention. Je me souviens d'un soir où un ami était là. On jouait à FIFA sur la Xbox 360 quand on a entendu le craquement de la porte. Il s'est retourné et m'a dit « Ta porte vient de s'ouvrir toute seule. » Et moi, sans même lever les yeux de l'écran, j'ai juste répondu « Ouais, elle fait ça souvent. » Beaucoup de mes amis se moquent de moi, mais c'est 100% vrai. J'avais 13 ans et une très bonne amie que je voyais souvent, presque tous les week-ends. Elle vivait littéralement au milieu de nulle part, dans les bois, sur une route de gravier avec des maisons très espacées. À une extrémité, la route s'ouvrait sur un champ de maïs, ambiance parfaite pour un film d'horreur. On était inséparables. Puis, petit à petit, on s'est éloigné, moins d'appels, moins de sorties. Et puis un jour, elle m'appelle. Elle me dit qu'elle a vécu quelque chose d'incroyable, qu'elle a un démon ou un animal à l'intérieur d'elle et qu'elle peut changer de personnalité. J'étais inquiet, je voulais prévenir sa mère, mais j'ai fini par croire que c'était juste une blague. Peu après, mon père m'annonce que je dois aller à son anniversaire, nos parents étaient amis. J'y vais, et là, elle nous emmène, moi et d'autres amis, dans les bois pour nous montrer l'endroit où elle s'est transformée et se met à manger de l'écorce d'arbre. Oui, littéralement. Ensuite, de retour chez elle, elle sort une planche de Ouija. À l'époque, j'étais fasciné par le paranormal, donc j'ai participé. Le démon nous dit que je mourrai écrasé à 16 ans. Plus tard, mon père m'appelle, coincé en ville, il ne peut pas venir me chercher. Je dois donc dormir là-bas. Sa mère m'installe dans le sous-sol, seul, parce que je suis un garçon. Le sous-sol était en travaux, tout en béton brut. Au début, tout va bien, on rigole. Puis sa mère monte se coucher. Et tout change. L'air devient lourd, oppressant. J'ai l'impression que des dizaines de gens m'entourent, me fixent, tout autour. Sans savoir pourquoi, je panique, je file à la salle de bain, puis je reviens sur le canapé, j'allume le ventilateur à côté de moi, et j'essaie de dormir. Je me réveille plus tard dans le noir total, et j'entends un bruit. Il vient du couloir, soit le bureau, soit la buanderie. C'est le bruit des stores qu'on remonte et qu'on redescend, encore et encore. J'ai tout de suite su que ce n'était pas une personne. Quelque chose jouait avec les stores. Je me cache sous les draps, tremblant. Puis la lumière s'allume. J'entends la porte du placard juste derrière le canapé s'ouvrir, des objets tomber, même si le matin, tout était rangé. J'entends les tabourets du bar glisser sur le sol derrière moi. Et surtout, j'entends des petits pas courir dans le couloir, aller-retour, encore et encore, avec des rires d'enfants. Des rires étouffés, nerveux. Je priais, les doigts dans les oreilles à en avoir mal, pour ne rien entendre, pour que ça s'arrête. J'avais peur de lever la couverture et de voir ce qui faisait ça. Et le pire ? Tout s'est reproduit. Exactement dans le même ordre. Une seconde fois. Avant toute chose, permettez-moi d'être parfaitement clair, les fantômes n'existent pas. On peut bien dire que « la science ne sait pas tout » ou toute autre phrase du genre, mais le fait demeure,
l'existence d'esprits désincarnés contredirait plusieurs lois fondamentales de la physique. Si les fantômes pouvaient réellement exister, alors votre ordinateur, par exemple, ne fonctionnerait pas. C'est simplement ainsi que la trame de l'univers est tissée. Cela dit, il y a un moment de ma vie que je n'ai jamais pu expliquer. Mon frère et moi avons partagé une chambre pendant la majeure partie de mon enfance. Mais en grandissant, j'ai commencé à avoir besoin d'un peu plus d'intimité. Mon père m'a alors proposé de transformer, avec son aide, une partie inachevée de la maison, jusque-là utilisée comme débarras, en une chambre rien qu'à moi. Le projet a occupé presque toutes mes vacances d'été. J'ai fait la majorité du travail, en suivant les conseils de mon père, et je gardais toujours en tête le résultat final, une chambre avec une fenêtre donnant sur le lit du ruisseau voisin. Ce ruisseau, justement, avait toujours été un lieu important de mes jeux d'enfant, mais il gardait une part de mystère. Près de son embouchure se trouvait un grand tuyau métallique passant sous la route. Mon frère et moi l'utilisions souvent pour traverser, mais nous n'étions jamais complètement à l'aise à l'intérieur. Des bruits étranges en sortaient parfois, des murmures indistincts, presque surnaturels. Et, plus rarement, surtout au crépuscule, on pouvait entendre un bruit sourd, comme des coups frappés dans l'obscurité. Nous avions donc décrété que le tuyau était hanté. J'étais même allé jusqu'à inventer toute une histoire autour du fantôme censé y habiter, une fillette de 12 ans, morte noyée dans une crue soudaine, qui devait embrasser un garçon du même âge pour trouver enfin la paix. Parfois, la nuit, allongés dans notre lit, nous imaginions que les reflets de phares de voitures sur les murs étaient les tentatives de son âme pour se manifester. Quelques semaines plus tard, alors que les travaux de ma chambre avançaient, je commençais à devenir impatient. L'ossature intérieure était presque terminée, et même s'il restait encore beaucoup à faire, j'ai décidé d'y camper pour une nuit. J'ai apporté mon sac de couchage, une lampe de poche et quelques livres, puis je me suis installé dans ce qui deviendrait bientôt ma chambre. Allongé là, j'essayais d'imaginer à quoi ressemblerait ma vie quand tout serait terminé. C'est alors que j'ai vu, sur le mur le plus proche du ruisseau, les mêmes reflets de lumière que j'avais vus toute mon enfance. J'ai souri intérieurement, certaines choses ne changent jamais. Mais, presque aussitôt, mon sang s'est glacé. Car cette fois, il n'y avait pas encore de fenêtre. Le mur était entièrement fermé, sans la moindre ouverture vers l'extérieur. Pendant quelques secondes, j'ai été pétrifié. Bonsoir, ai-je murmuré faiblement. Et tout à coup, la lueur a disparu, aussi vite qu'elle était apparue. Je n'ai toujours aucune explication. Je mettrai ma main au feu que ce n'était pas un fantôme, il n'existe pas, j'en suis convaincu, mais je n'ai toujours aucune idée de ce qu'était vraiment cette silhouette lumineuse dansante sur mon mur cette nuit-là. Je vivais autrefois dans une maison dans le sud, dans une zone où beaucoup de soldats confédérés seraient morts, et on avait sans arrêt des phénomènes étranges. La première nuit après notre installation, la sonnette a retenti en plein milieu de la nuit. Le système de sécurité a montré qu'il n'y avait personne. 1 heure plus tard, un saladier en verre est tombé du plan de travail de la cuisine et s'est brisé tout seul. La maison sentait toujours comme de la chair en décomposition, et nos chiens fixaient un point précis dans les bois pendant des heures, sans bouger. Sur chaque photo où la maison apparaissait, il y avait d'étranges taches de lumière, des sortes d'orbes qu'on ne retrouvait pas sur les photos d'autres maisons. J'entendais des pas, des coups sur les murs. Il y a eu des nuits entières où je n'ai pas dormi, paralysé, avec la sensation d'être observé. Ce genre d'incident se répétait sans cesse. Et le plus troublant, c'est que les gens qui y vivent maintenant disent vivre exactement la même chose. Mon ami Ed a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas en avril d'une certaine année. En juillet de la même année, il était alité à l'hôpital depuis environ 1 mois. Sa femme m'a raconté que la veille, il lui avait dit quelque chose d'étrange. Il avait vu son père, ses oncles et d'autres proches déjà décédés, debout autour de son lit, en train de lui sourire. J'ai alors dit à ma femme de préparer quelques affaires, car je savais qu'au cours des 2 prochains jours, nous allions recevoir la nouvelle du décès d'Ed. Et effectivement, presque 2 jours plus tard,
sa femme nous a appelés pour nous dire qu'il était parti. Comment le savais-je? Ed était la 5e personne que je connaissais personnellement à avoir eu un cancer avant d'en mourir. Et chacune d'entre elles, 1 ou 2 jours avant leur mort, avait raconté avoir vu des proches disparus, debout dans leur chambre ou autour de leur lit, leur souriant paisiblement. Je pense avoir fait une expérience de sortie de corps quand j'avais 5 ou 6 ans. Je vivais chez mes grands-parents, et ma grand-mère avait aménagé une salle de jeu dans le sous-sol pour moi, mes cousins et les enfants du voisinage. Ce soir-là, j'étais malade, un genre de grippe ou de gros rhume. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec l'envie d'aller jouer en bas. Je suis allé jusqu'en haut de l'escalier qui menait au sous-sol, mais quand j'ai voulu descendre, je n'ai pas pu, parce que je flottais. Je me souviens très clairement avoir attrapé la rampe et m'être tiré le long de la première volée de marche, puis d'avoir eu du mal à atteindre la 2e rampe pour descendre encore. Une fois en bas, j'ai lâché la rampe et je me suis mis à flotter jusqu'au plafond. Alors je me suis tiré le long du plafond pour rejoindre mes jouets. Quand je me suis retrouvé au-dessus d'eux, j'ai essayé de me pousser pour redescendre, pour les atteindre, mais chaque fois je remontais vers le plafond. J'étais frustré, impuissant, incapable de toucher quoi que ce soit. Et soudain, j'ai senti quelque chose m'aspirer violemment vers le haut, comme si on me tirait à toute vitesse. Je me suis réveillé dans mon lit, couvert de vomi séché, le visage collé à l'oreiller. J'ai hurlé, non pas à cause du vomi, mais à cause de la terreur que j'ai ressentie au moment où j'ai été aspiré hors du sous-sol pour revenir dans mon corps. Mes grands-parents sont arrivés en courant. Ils m'ont dit que ce n'était qu'un cauchemar provoqué par la fièvre. Peut-être, mais c'était tellement réel. 41 ans plus tard, je m'en souviens encore parfaitement. Mon mari et moi avons acheté une maison il y a plusieurs années. Elle a été construite vers 1910 et nécessitait pas mal de rénovations, que nous avons entreprises petit à petit au fil des ans. Mon mari est très doué pour tout ce qui est travaux manuels, donc nous avons tout fait nous-mêmes. Nous avons essayé de garder le style d'époque autant que possible, et je pense que nous avons plutôt bien réussi. L'incident dont je vais parler s'est produit à la fin de l'été dernier. Nous venions de commencer à rénover la cuisine, la dernière pièce qu'il nous restait à remettre à neuf. Nous l'avions gardée pour la fin, car nous savions que ce serait le chantier le plus important. Nous en étions à quelques jours de travaux, et nous étions tous les deux épuisés physiquement. Mon mari est parti au magasin de bricolage pour acheter quelque chose, et moi je me suis assise sur le canapé quelques minutes pour me reposer. J'étais seul à la maison, à part nos 3 chiens qui se reposaient à l'étage. Et là, distinctement, depuis l'encadrement de la porte de la salle à manger, à environ 1,5 mètre de moi, j'ai entendu une voix de femme dire « merci ». Elle avait l'air soulagée, sincèrement reconnaissante. J'aime penser que c'était la première propriétaire de la maison, qui exprimait sa gratitude et son approbation pour les changements que nous avons faits, comme si elle nous remerciait de bien prendre soin de son foyer. Quand j'étais enfant, j'avais des lapins de compagnie. Ils vivaient dehors, dans une grande cage à l'intérieur d'un abri encore plus grand, avec du chauffage et tout ce qu'il fallait. Une belle vie de lapin. Un soir, après être rentré tard d'une fête de famille je crois, je suis allé les nourrir avec ma grande sœur. On devait avoir 5 et 7 ans, quelque chose comme ça. Sur le chemin vers la cage, on a vu ce qui ressemblait à un homme très grand courir dans notre jardin, à une vitesse impossible. On habite dans une sorte de marécage, avec de la boue, des fougères, un énorme tronc d'arbre tombé au sol. Pourtant, ce type, ou quoi que ce soit que c'était, traversait tout ça en courant à au moins 20 km/h, peut-être plus. On a tout lâché et on a couru se réfugier dans la maison. Nos parents ont réussi à nous convaincre que c'était un chevreuil ou un cerf, et on a voulu y croire. On s'est répété ça pendant des années, jusqu'à s'en persuader. Mais des années plus tard, j'étais dans un parc près de chez moi, la nuit, avec un ami. Je me suis garé sur le chemin de terre avec ma Subaru Outback, face à un vieux terrain d'entraînement. Il y avait un brouillard épais,
on ne voyait rien, sauf une fraction de seconde où, à travers la brume, on a aperçu ce qui semblait être un homme très grand courant à travers le champ. On a démarré en trombe, aussi vite que la voiture pouvait aller, et on a quitté le parc en glissant dans les virages. 1 an ou 2 après, je suis retourné dans le même parc, de nuit encore, mais cette fois le ciel était clair, seulement un vent fort. De l'autre côté du champ, on a entendu un fracas et un cri. En même temps. Pas un bruit suivi d'un cri, non, les deux en même temps. C'était le son le plus perçant, le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. Trop humain pour être un cri d'animal, mais trop aigu et trop fort pour venir d'une personne. On a encore une fois pris la fuite à toute vitesse. Si tu veux en savoir plus, cherche les Wood Devils du comté de Caux. J'ai découvert récemment ces histoires et j'ai été choqué de voir à quel point elles ressemblent à ce que j'ai vécu. Et si ça t'intéresse, j'ai une autre petite histoire sans lien avec celle-ci, un peu plus légère mais toujours étrange. Juste après la mort de ma petite amie, l'amour de ma vie, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. C'était littéralement le lendemain de l'accident. J'étais allongé sur mon lit, sur le dos, la tête tournée vers les photos Polaroid d'elle que j'ai accrochées au mur. Je somnolais, à la limite du sommeil, quand j'ai pensé dans ma tête, son prénom, je t'aime toujours, tu me manques, j'espère que tu es là. À cet instant, j'ai senti le bout de mon lit s'enfoncer près de mon pied droit, comme quand quelqu'un s'assoit dessus. Puis j'ai eu la sensation que quelque chose rampait lentement sur le matelas, sur les mains et les genoux, en direction de moi. Mon lit est assez grand, donc je pouvais suivre ce mouvement. Quand cette présence est arrivée jusqu'à moi, j'ai senti un poids sur ma poitrine, comme si quelqu'un s'allongeait dessus, la tête tout près de la mienne. Exactement comme elle le faisait quand elle se blottissait contre moi. Tout cela s'est passé les yeux fermés, et je savais que j'étais à moitié endormi, donc il est possible que ce n'ait été qu'un rêve. Mais cette présence dégageait quelque chose d'incroyablement apaisant, de doux, de rassurant. Je n'avais jamais ressenti une paix aussi profonde de toute ma vie. Puis mon père m'a appelé. Dès que le téléphone a sonné, le poids a disparu instantanément, et la sensation de sérénité s'est envolée. Ce n'est pas arrivé il y a très longtemps, quelques mois à peine, donc c'est encore très clair dans mon esprit. Aujourd'hui encore, je crois qu'elle est venue me dire au revoir. Je n'ai plus jamais vécu quelque chose de semblable depuis. J'espère un jour retrouver ce sentiment de paix universelle, ne serait-ce qu'une fois. J'essaie d'être cynique, et je sais qu'il existe sûrement des explications rationnelles à ce que j'ai vécu, mais aucune ne me semble vraiment plausible. La maison où j'ai grandi avait un sous-sol en béton, entièrement sous terre. Quand on essayait d'y capter la radio, on n'avait presque jamais rien, à part quelques stations pleines de parasites. Un après-midi, je m'ennuyais et je discutais avec un ami en bidouillant distraitement le poste. Comme toujours, il n'y avait que du grésillement. Puis, tout à coup, le son est devenu parfaitement clair. Une voix s'est fait entendre, étrange, presque surnaturelle. Elle me rappelait vaguement celle d'un animateur de nuit de ma région, en Indiana, appelé Sammy Terry. Peut-être que c'est juste parce qu'il me terrifiait quand j'étais enfant, même si aujourd'hui je ne comprends plus vraiment pourquoi. Quoi qu'il en soit, la voix a commencé calmement. Je ne me souviens plus très bien de ce qu'elle disait au début. Mais au bout d'une dizaine de secondes, elle s'est mise à hurler. Elle criait à l'aide, suppliait, priait qu'on la sauve. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi désespéré. Rien que d'y repenser, j'en ai les larmes aux yeux. On a éteint la radio aussitôt et on est remonté à l'étage sans rien dire. Je l'ai rallumée plus tard, sans toucher au réglage, et je l'ai laissée allumer plusieurs jours. Mais plus rien n'est jamais revenu. Je travaillais sur un chantier de construction sur un terrain vierge, près d'un tronçon surélevé de l'autoroute M6, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Comme nous étions très proches de l'autoroute, la plupart des travaux de terrassement devaient se faire de nuit, généralement entre minuit et 4 heures du matin,
parce que l'autoroute devait être fermée par moment pour permettre la mise en place d'un système de surveillance des vibrations. J'étais chef de projet, donc je travaillais aussi de nuit avec les ouvriers. En réalité, je ne faisais pas grand-chose à part superviser, et comme le chantier était de petite taille, nous n'étions que 5 sur place, moi compris. C'était l'hiver, et l'ambiance était morose, froid, humide, silencieux. Les environs n'étaient qu'une vaste forêt dense, marécageuse et détrempée, car une grande partie de l'eau de pluie de l'autoroute s'y écoulait. À un moment, un des ouvriers est parti fumer une cigarette. Il est revenu presque aussitôt, livide, et nous a dit qu'il avait vu une femme en pyjama dans les bois. On s'est tous moqués de lui, pensant qu'il avait mal vu. Mais un autre ouvrier a ajouté qu'en venant sur le chantier, il avait cru apercevoir quelqu'un debout dans un champ voisin, sans y prêter attention, pensant lui aussi que c'était une erreur de perception. À partir de là, tout le monde a commencé à se sentir un peu mal à l'aise. On a décidé d'allumer les grands projecteurs du campement. Jusque-là, seule une petite zone était éclairée, et on utilisait des lampes de poche, car on avait des restrictions sur la quantité de lumière qu'on pouvait utiliser pendant la nuit. Quand on a activé les lumières, on a vu environ 5 femmes vêtues de chemises de nuit et de pyjamas, d'âge varié, à la lisière des bois, à une centaine de mètres du chantier. Dès que la lumière les a atteintes, elles se sont enfuies dans la forêt. Autant dire que tout le monde a été terrifié. Quelques-uns d'entre nous ont pris la route d'accès principale dans la direction où elles avaient fui, mais on est rapidement tombé sur un tunnel étroit, sombre et sinistre, à peine assez large pour une voiture. On s'est regardé et on s'est dit qu'on n'allait clairement pas s'y aventurer. La route était une voie privée sans aucun éclairage public, l'endroit était lugubre. On a donc tout rangé, monté dans les voitures, et quitté le chantier sans demander notre reste, en décidant de revenir le lendemain matin. Le jour suivant, après quelques recherches, on a découvert qu'un peu plus loin sur la même route se trouvait une unité de réhabilitation transitoire pour femmes. C'était une clinique privée spécialisée dans la rééducation physique et psychologique de patientes souffrant de traumatismes cérébraux ou psychiques graves, des femmes victimes d'accidents de voiture, de stress post-traumatique sévère, de schizophrénie ou de troubles bipolaires aigus. Je ne sais pas si c'était quelque chose de paranormal, mais c'était certainement très étrange. Quand j'avais une dizaine d'années, ma sœur et moi avions entendu dans la cour de l'école que le Père Noël n'existait pas. Nous en avons parlé à notre mère et lui avons demandé comment c'était possible. Elle nous a emmenés dîner et nous avons vu ce qui ressemblait à un grand débat théologique sur l'existence ou non du Père Noël. Pour donner un peu de contexte, c'était le jour de la Saint-Nicolas. Les enfants catholiques posent traditionnellement leurs chaussures et, pendant la nuit, Saint-Nicolas vient y déposer de petits cadeaux comme des bonbons, une sorte d'avant-goût de Noël. Ce soir-là, ma sœur et moi sommes rentrés du restaurant et avons mis nos chaussures devant la porte. Nous avions un oiseau à l'époque, et nous avons trouvé que ce serait gentil si Saint-Nicolas laissait aussi quelque chose pour lui, alors nous avons déposé sa petite cage de transport à côté de nos chaussures. Elle était en métal. Ma sœur, ma mère et moi sommes ensuite montés à l'étage en continuant de débattre sur la réalité du Père Noël. Nous étions seuls dans la maison. En arrivant en haut, ma sœur a dit quelque chose comme « Je ne crois pas au Père Noël ». À ce moment-là, un énorme fracas a retenti. Nous avons dévalé les escaliers pour voir ce qui se passait. Toutes nos chaussures étaient remplies de petits cadeaux. Et la cage de l'oiseau était pleine de graines, ce qui expliquait le bruit que nous avions entendu. Ma mère a complètement paniqué. Elle a appelé mon père en criant. Il était à 2 états de là, en déplacement pour le travail, donc ce n'était pas lui. Il lui a dit d'appeler la police. Les agents ont fouillé toute la maison à la recherche d'un intrus, mais ils n'ont rien trouvé. Cette nuit-là, ma mère a dormi avec toutes les lumières allumées. Je n'ai toujours aucune explication pour ce qui s'est passé. Je ne crois pas au Père Noël, je sais bien qu'il n'existe pas, j'ai moi-même déposé les cadeaux pour mes cousins. Pourtant, je n'ai jamais compris comment ces cadeaux ont pu se retrouver dans nos chaussures ni pourquoi cette cage s'était remplie de graines. Une nuit, quand j'avais 8 ans, je me suis réveillé en entendant ma porte trembler violemment.
Elle était équipée d'un petit verrou pour enfants, ce qui empêchait quiconque de l'ouvrir de l'extérieur. Pourtant, quelque chose frappait et secouait la porte avec une insistance terrifiante, comme si cette chose voulait absolument entrer. Le vacarme a duré plusieurs minutes, 3 peut-être, mais dans le noir et la peur, le temps paraissait interminable. Je n'osais pas bouger. Je respirais à peine, convaincu que le moindre son pourrait attirer encore plus ceux qui se trouvaient de l'autre côté. Mon frère dormait dans le lit du bas et je lui ai murmuré son nom. Il m'a répondu d'une voix tremblante qu'il l'entendait aussi et qu'il avait peur. Ces mots m'ont glacé sur place, parce qu'ils confirmaient que ce n'était pas un cauchemar. Puis, d'un coup, tout s'est arrêté. Le silence qui a suivi semblait presque plus lourd que le bruit. Sans réfléchir, on a sauté du lit et couru jusqu'à la chambre de notre mère. On lui a demandé si c'était elle qui avait fait ça, une mauvaise blague peut-être, mais elle a juré qu'elle n'avait rien entendu. Elle a ajouté que le chien n'avait pas aboyé une seule fois cette nuit-là, ce qui rendait tout encore plus étrange. Mon frère et moi sommes restés longtemps éveillés, blottis contre elle, à écouter la maison qui retrouvait son calme. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce qui voulait entrer dans ma chambre cette nuit-là, ni pourquoi le silence du chien me met encore mal à l'aise quand j'y repense. Je n'ai jamais trouvé d'explication à ce qui s'est passé ce soir-là, et pourtant je suis plutôt sceptique quand il s'agit de choses paranormales. J'étais sorti avec des amis la nuit, et j'ai eu la brillante idée d'aller au cimetière de la ville, en pensant que ce serait drôle de voir ce qui pourrait arriver. On savait tous que, probablement, il ne se passerait rien, mais on y est allé quand même. On est rentré et on a marché vers le centre. On devait être là depuis à peine une minute quand j'ai entendu une de mes amies hurler. Je me retourne et elle dit qu'elle a vu quelque chose traverser le chemin très vite derrière nous. Derrière moi, en tout cas, je ne me souviens plus très bien où tout le monde regardait. Comme on était des ados impressionnables, on a tous paniqué et on s'est mis à courir vers la sortie la plus proche. Mais ce n'était pas fini. Pendant qu'on courait, j'ai senti quelque chose passer tout près de moi, sur ma droite. Non seulement je l'ai senti, mais j'ai aussi entendu ses pas sur le sol couvert de feuilles mortes. C'était comme si je l'avais vu, sauf que je ne voyais rien. On a quitté le cimetière en un rien de temps. Quand on en a reparlé, l'amie qui avait crié au début m'a dit qu'elle avait vu cette chose passer à sa gauche, traverser le chemin en courant dans la même direction que nous, puis me dépasser sur ma droite. Elle était tout à fait sérieuse, et le plus troublant, c'est qu'elle a décrit exactement ce que j'avais perçu moi aussi. Je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé ce soir-là. Et pourtant, c'était il y a déjà 3 ans. J'habite dans une très vieille maison, elle doit bien avoir plus de 400 ans. L'été dernier, mes parents étaient partis pour le week-end et ma sœur dormait chez une amie, donc j'étais seul à la maison. Il faisait doux ce soir-là, alors j'étais assis dans le jardin en train de traîner sur Internet. Soudain, mon chien, qui était couché à côté de moi, s'est redressé d'un bond. J'ai tout de suite remarqué que ses poils étaient hérissés. Il s'est mis à renifler, puis à aboyer. Il n'aboie presque jamais, sauf quand quelqu'un entre dans la maison, donc j'ai immédiatement été sur mes gardes. Pour bien comprendre, il faut savoir comment la maison est disposée. Elle est composée de 2 bâtiments. Le premier est celui par lequel on entre, puis il faut traverser le jardin pour accéder au second, où nous vivons. Le premier bâtiment est encore en rénovation, et on ne peut pas entrer dans le second autrement que par le jardin. Donc, si quelqu'un essayait d'entrer, mon chien aurait dû aboyer dans la direction du premier bâtiment. Mais non, il aboyait en direction du 2e étage du second bâtiment, là où se trouve ma chambre. J'ai essayé de le calmer, et il a fini par s'arrêter. Comme il n'y avait aucun moyen que quelqu'un puisse entrer sans passer juste à côté de moi, j'ai supposé qu'il avait entendu un de nos chats ou quelque chose du genre. Je n'y ai pas prêté plus d'attention. Plus tard dans la soirée, quand je suis monté me coucher, j'ai remarqué qu'une fenêtre sur le côté de ma chambre était ouverte. Je ne l'ouvre jamais, car elle donne directement sur le jardin de notre voisin, et il tient beaucoup à sa vie privée.
Je l'ai refermée en pensant que ma mère l'avait peut-être laissée ouverte par inadvertance. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar très étrange, dans lequel quelqu'un essayait de s'introduire dans la maison. Le lendemain matin, quand je me suis levé, ma sœur était rentrée. Elle m'a raconté que, lorsqu'elle était arrivée, elle m'avait trouvé en train de somnambuler dans le salon. J'étais complètement étonné, car je ne fais presque jamais de somnambulisme. Elle m'a aussi dit que je marmonnais quelque chose à propos d'une personne qui grimpait par une fenêtre. Autant dire que j'étais déjà terrifié à ce moment-là. Je suis remonté dans ma chambre et, bien sûr, la fenêtre était de nouveau ouverte. Pour préciser, il est impossible de l'ouvrir de l'extérieur. J'ai fait le tour de la maison pour vérifier s'il n'y avait pas de traces d'effraction, mais je n'ai rien trouvé. Depuis cette nuit-là, plus rien d'étrange ne s'est produit. Pourtant, certains soirs, je surprends encore mon chien en train de fixer ma chambre, comme s'il observait quelque chose. J'espère toujours que ce ne sont que les chats. Mes 3 amis et moi avions décidé d'aller explorer un vieil hôpital abandonné à la périphérie de notre ville. Au début, rien d'étrange ne se passait, mais après une bonne demi-heure, on a commencé à entendre des chuchotements et des portes qui claquaient au hasard. Pour info, le bâtiment était vide depuis les années 40. Nous sommes ensuite entrés dans ce qui semblait être une salle d'opération, quand soudain, la porte par laquelle nous étions passés s'est refermée violemment derrière nous, et la table d'opération au centre de la pièce a glissé très vite sur le sol pour s'écraser contre le mur. L'un de nos amis, appelons-le Matt, est parti sur le champ. Moi et les 2 autres, on a décidé de rester, persuadés qu'on allait voir d'autres trucs cool. Les petits génies de 13 ans que nous étions ont alors eu la brillante idée de descendre au sous-sol. C'est là que les choses sont devenues vraiment bizarres. On a erré une vingtaine de minutes sans que rien ne se passe, puis on a voulu repartir par où on était venu. Sauf que la sortie du sous-sol n'était plus là. Au début, on a cru s'être trompé de couloir, mais le sous-sol n'était pas bien grand. On a passé près de 2 heures à essayer de sortir. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, et c'était avant que tout le monde en ait un. Pendant tout ce temps, les chuchotements ont recommencé, et on voyait sans cesse des ombres du coin de l'œil, à tel point qu'on se demandait sans arrêt entre nous, « Tu as vu ça ?» Finalement, on a fini par trouver la sortie. On est sorti dehors, et il faisait grand jour, environ 13 heures. On s'est dit qu'on avait perdu la notion du temps et on a commencé à marcher vers la maison de l'un de nos potes. 5 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée à côté de nous. L'officier nous a appelés par nos noms, et on a répondu oui, sans trop comprendre. Il nous a alors dit, « Il y a une équipe de recherche qui vous cherche depuis hier. » Quelques instants après, 5 ou 6 autres voitures de police sont arrivées, avec nos parents, ceux de Matt, et Matt lui-même. Apparemment, après être rentré chez lui, il s'était inquiété de ne pas avoir de nouvelles et avait tout raconté à ses parents. Ils avaient appelé la police, et une équipe de secours avait fouillé tout l'hôpital sans jamais nous trouver. Le plus étrange, c'est qu'ils nous ont assuré avoir vérifié le sous-sol plusieurs fois. Mais nous, pendant tout le temps qu'on y était, on n'a vu ni entendu personne. Pourtant, selon eux, nous avions disparu depuis une journée entière. Nous étions entrés un vendredi soir, et sortis un dimanche. Tout ce que je vais raconter ici s'est réellement passé à Ocala, en Floride, vers 1995, d'après ce que j'ai vécu moi-même et ce qu'on m'a dit à l'époque. Je ne peux pas prouver que ce qu'on m'a raconté soit vrai, et je n'en ai parlé qu'à très peu de personnes, parce que l'histoire semble trop facile à rejeter ou à qualifier de folle. J'étais allé à un Rainbow Gathering et j'y suis resté quelques jours. Mon petit frère y était déjà depuis un moment et c'était lié à certains membres du groupe qu'ils appelaient la « famille ». J'y suis donc allé pour le rejoindre et garder un œil sur lui. Il y avait là un homme étrange, Rein, qui dérangeait mon frère. Le mot « déranger » n'est d'ailleurs pas tout à fait juste, parce qu'il ne s'agissait pas d'un simple désagrément. On m'a dit qu'il était une sorte de vampire psychique, qu'il se nourrissait en s'immisçant dans l'esprit des gens pour y laisser de la peur, de la négativité et des ténèbres.
Et quand on sait que beaucoup de gens à ces rassemblements sont sous l'influence de psychédéliques, ce genre de personnage, c'est la pire nouvelle possible. Il semblait vraiment doué pour ça. Il me faisait beaucoup penser à Charles Manson, ou du moins c'est ainsi que je m'en souviens aujourd'hui. Les amis de mon frère m'ont expliqué que Rhin faisait partie de la famille depuis longtemps. Chez eux, on s'occupe des nôtres, mais pas dans le sens chaleureux du terme, plutôt dans un sens punitif. Ils étaient maintenant responsables de lui. Il avait trahi quelqu'un dans le groupe et avait été puni en recevant une énorme dose de LSD. Depuis, il vivait dans un état de conscience étrange, comme une sorte d'illumination sinistre. Il semblait savoir exactement comment troubler quiconque croisait son chemin, et quand il vous prenait pour cible, il se délectait de ce harcèlement psychique. On m'a dit que pour se protéger de lui, il fallait s'imaginer entouré d'un champ de force qui repoussait toute influence indésirable. C'est ce que mon frère faisait depuis 1 ou 2 jours, depuis que Rhin s'était mis à le viser. Ma première rencontre avec lui a eu lieu peu après mon arrivée. J'étais au campement de mon frère avec lui et quelques-uns de ses amis quand Rhin est apparu à la limite du camp. Il a marmonné quelques mots puis, au bout d'1 minute, s'est retourné et est parti furieux. C'est à ce moment-là qu'on m'a expliqué son histoire, et mon frère m'a parlé de la technique de défense qu'il utilisait. On m'a conseillé d'éviter ce type. J'étais perplexe et je ne savais pas trop quoi penser. Le lendemain, nous profitions simplement du rassemblement, sans penser à Rhin. Le campement se trouvait d'un côté d'une grande clairière, et le soleil se couchait de l'autre côté. Un cercle de tambours commençait à se former au centre. Nous avons traversé la clairière pour regarder le coucher du soleil, puis nous avons décidé de retourner avant qu'il ne fasse complètement nuit. En revenant, je traînais un peu derrière mon frère et ses amis, qui avaient déjà dépassé le cercle de tambours. En approchant, j'ai vu une silhouette se redresser dans les hautes herbes et venir vers moi. Au même moment, j'ai remarqué que mon frère se retournait avec une expression inquiète. Rhin s'est planté devant moi et m'a serré dans ses bras en répétant « Je t'aime, frère. Je t'aime, frère. » J'étais stupéfait, mal à l'aise, nerveux. J'ai répondu « Je t'aime aussi, mec. » tout en jetant un regard vers mon frère au-dessus de son épaule. Sa prise s'est resserrée. Et c'est là que les choses sont devenues inexplicables. Rhin a crié « Enlevez-moi ce type de dessus. » C'était exactement ce que je pensais à cet instant précis. Mon frère m'a dit ensuite que c'était ma voix, mais que mes lèvres n'avaient pas bougé. La voix venait de Rhin. Toujours agrippé à moi, sa tête penchée sur mon épaule, son souffle sur mon cou, j'ai pensé « Merde, ce taré va me mordre, il va me mordre. » Et, évidemment, il m'a mordu au cou. Mon frère et ses amis sont arrivés en courant et l'ont arraché de moi. Il a éclaté de rire en les voyant. J'étais sous le choc. Ils m'ont ramené au campement tandis que d'autres membres du groupe retenaient Rhin près du cercle. Ils se débattaient, riaient, hurlaient, avec une sorte de fierté sauvage. En arrivant à la lisière de la clairière, alors qu'ils criaient encore au loin, j'ai commencé à réaliser ce qui venait de se passer. Je me sentais violé, humilié, comme si quelqu'un s'était introduit dans mon esprit avant de m'agresser physiquement. Tout ça juste pour atteindre mon frère, qui l'empêchait de jouer à ses jeux. Je me suis effondré, encore tremblant, et je suis resté sous le choc pendant une vingtaine de minutes. Une fois de retour à la tente, on m'a assuré que Rhin serait isolé du reste du groupe. Je n'ai jamais revécu quelque chose d'aussi troublant depuis ce jour, mais on m'a dit qu'il avait déjà attaqué d'autres personnes avant moi. Je viens de demander à mon frère si tout cela s'était vraiment produit ou si j'étais simplement complètement défoncé ce jour-là. Il m'a confirmé, oui, c'est vraiment arrivé. L'année dernière, j'étais en vacances à vélo en Toscane. Je connaissais bien l'organisateur, c'est aussi mon entraîneur et il dirige une équipe nationale de cyclisme. On formait un petit groupe très soudé puisque la plupart d'entre nous se connaissaient déjà grâce aux sorties à vélo qu'on faisait ensemble chez nous. Plus tard pendant le séjour, l'entraîneur a commencé à raconter qu'il lui était arrivé quelque chose d'étrange la nuit précédente. Je n'avais pas entendu l'histoire au moment où il l'avait racontée, car j'étais parti devant pour m'entraîner dans les montées. À l'heure du déjeuner,
il recommence à en parler et je lui demande ce qu'il raconte. Il m'explique qu'il dormait quand il a entendu des voix, comme un murmure confus. Il a trouvé ça bizarre, car il était seul dans cette partie de la villa. C'est une immense bâtisse divisée en plusieurs appartements. Alors qu'il essayait de se redresser, il a senti qu'on le plaquait de force sur le lit. Le lendemain matin, il a appelé sa femme restée en Angleterre, et elle lui a dit qu'elle aussi, quand elle était là plus tôt dans la semaine, avait eu la sensation d'être observée. En entendant ça, je me suis moqué de lui. Et une fois de retour à la villa, j'ai continué à plaisanter là-dessus. 2 nuits plus tard, on en riait encore. On s'est couché et je me suis endormi tout de suite. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé sans pouvoir me rendormir. Je suis resté allongé un moment, puis j'ai entendu des voix. J'ai d'abord cru que c'était mon pote dans la chambre voisine qui parlait avec sa femme au téléphone depuis l'Angleterre, donc je n'y ai pas prêté attention. Environ une demi-heure plus tard, alors que je bougeais dans mon lit, j'ai soudain senti une pression sur ma tête, comme si on me poussait le visage dans l'oreiller, et une main qui me maintenait l'épaule. J'étais paniqué. Ça n'a duré que quelques secondes, mais ça m'a paru interminable, et juste après, j'ai entendu un rire. Je n'ai pas fermé l'œil du reste de la nuit. Le lendemain matin, je lui ai raconté ce qui s'était passé, mais il a cru que je me moquais encore de lui. Plus tard, on a appris que la villa avait une réputation de phénomènes étranges. Et il se trouve que nos 2 appartements étaient reliés par une porte, alors que les autres étaient complètement séparés. On y retourne le mois prochain, mais cette fois, je ne plaisanterai plus sur ce genre de choses. Le karma, ça ne pardonne pas. J'ai rêvé de mon père, celui qui avait construit notre maison de ses propres mains. Il était bricoleur dans l'âme, toujours plongé dans un projet, une planche à mesurer, un outil à réparer. Dans le rêve, il y avait une fuite de gaz. L'air vibrait de cette tension invisible qu'on sent avant même de comprendre ce qui se passe. J'essayais de trouver la vanne d'arrêt, paniqué, je lui criais de m'aider. Mon père était là, solide, comme je m'en souvenais, mais il ne bougeait pas. Il me regardait seulement, le visage calme, presque triste. Puis, d'un geste lent, il m'a montré qu'il ne pouvait rien faire, qu'il était mort. Et le rêve s'est brisé là-dessus. Je me suis réveillé en pleurs, le cœur battant trop fort. La journée a repris, mais ce rêve restait dans un coin de ma tête, collé comme une ombre. En fin d'après-midi, j'ai remarqué que la pression du gaz dans la maison semblait faible. Une simple intuition, quelque chose d'étrange sans raison claire. J'ai fini par appeler la compagnie de gaz pour vérifier. Quand ils sont venus, ils ont remplacé le compteur, il était défectueux, et, en vérifiant le reste de l'installation, ils ont trouvé plusieurs petites fuites sur les raccords extérieurs. Des micro-fuites, presque invisibles, sûrement présentes depuis longtemps. Rien de dramatique, rien de dangereux à court terme, mais assez pour faire réfléchir. J'avais environ 13 ans et j'étais allongé dans mon lit, à penser à tout et à rien pour essayer de m'endormir. J'ai toujours eu du mal à dormir, c'est pour ça que j'essaie souvent d'éviter le moment du coucher. Bref, j'étais là, tranquille, quand tout à coup, une musique hyper forte s'est mise à résonner dans la pièce. C'était assourdissant, un mélange étrange de hip-hop et de rock. D'habitude, j'aime bien ce genre de musique, mais là, non. Je n'arrivais même pas à comprendre d'où ça venait, on aurait dit une alarme incendie qui hurlait. À l'époque, je vivais dans un petit appartement avec ma famille, alors j'ai fermé les yeux en espérant qu'ils allaient venir en courant. Mais personne n'est venu. Et ça, c'est ce qui m'a le plus perturbé, c'était impossible qu'ils n'aient rien entendu, vu la taille de l'appartement. Je suis resté allongé, complètement paralysé par la peur, les yeux fermés. Après ce qui m'a semblé durer une éternité, le bruit s'est arrêté. Pourtant, je n'ai pas bougé. J'étais sûr que si j'ouvrais les yeux, j'allais voir quelque chose juste devant mon visage. Alors je suis resté immobile, faisant semblant de dormir, jusqu'à finir par m'endormir pour de vrai. Le lendemain matin, j'en ai parlé à mes parents. Ils ont dit que j'avais dû faire un cauchemar.
C'est possible, mais tout semblait tellement réel, tellement précis. Je me souvenais même de la mélodie, et j'ai essayé de leur fredonner ce que j'avais entendu. La poignée de ma porte bougeait toute la nuit. Je l'ai entr'ouverte pour vérifier que ce n'était pas mon frère qui me faisait une blague. J'ai vu la poignée bouger des deux côtés de la porte, toute seule, encore et encore pendant la nuit. J'ai toujours eu le sentiment que quelque chose ne m'aimait pas dans cette maison. J'avais 13 ans et je vivais chez ma mère. C'est tout ce que j'ai personnellement vécu, mais ma mère a aussi eu des expériences étranges qu'elle a préféré attribuer à son imagination. Un jour, elle regardait une photo de son grand-père décédé et lui disait qu'elle l'aimait, quand l'interrupteur s'est allumé tout seul. Mon petit frère a vu la scène aussi. Mon conjoint, lui, semble attirer les esprits ou quelque chose du genre. Quand on s'est rencontrés, l'interrupteur de la pièce s'est allumé et éteint 3 fois tout seul. Il a agi comme si c'était normal et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Plus tard, il m'a parlé de cette « chose » qui le suivait partout et qu'il avait déjà poussé dans les escaliers après que lui et un ami l'aient provoqué. Quand il était encore avec son ex, il est allé à une fête où une femme prétendait être médium. Elle lui a dit qu'une présence malveillante le suivait. Il a plein d'histoires étranges sur les façons dont cette chose se manifestait, comme un couvercle de boîte à pizza qui se fermait tout seul, puis se faisait pousser de la table après qu'il l'ait défié. Je n'ai jamais ressenti une énergie particulièrement mauvaise, mais des choses bizarres se produisaient souvent, surtout quand on en parlait. Un soir, on discutait de tout ça et on se disait que c'était peut-être juste dans nos têtes. Juste avant de descendre au sous-sol, le distributeur de savon automatique s'est déclenché 7 fois de suite tout seul. Nous étions de l'autre côté de la pièce, et il n'avait jamais fait ça auparavant. Une autre nuit, j'ai eu le courage de lui demander gentiment de le laisser tranquille, parce que je ne sentais pas que c'était une présence maléfique. Depuis, elle ne l'a plus dérangé, mais je pense qu'elle rôde encore dans la maison de sa mère, depuis qu'on a déménagé. La dernière fois que j'y suis allé, sa mère m'a dit qu'une ombre m'avait suivi quand je suis descendu au sous-sol, ce qui m'a surprise parce qu'elle ne croit pas du tout au paranormal. Mon conjoint fait aussi des rêves étranges, presque prophétiques. Il a rêvé de moi 2 ans avant notre rencontre, alors qu'il était encore avec son ex. Il m'a raconté qu'il lui avait dit avoir rêvé qu'il était dans un camion, qu'il n'avait pas à l'époque, avec une fille qui n'était pas elle, et qu'il voyait des bosses et des lumières particulières sur la route, caractéristiques de ma région. Je ne l'ai pas cru jusqu'à ce que je rencontre son ex 3 ans plus tard. Elle m'a confirmé son histoire et m'a avoué qu'elle en avait été très troublée avant leur rupture. Il a aussi rêvé de nous avec un bébé. Parfois, j'ai peur qu'il rêve d'une autre fille et qu'on se sépare comme avec son ex. Mais je crois que notre histoire aura une belle fin. Cela fait maintenant 5 ans que nous sommes ensemble et nous allons nous marier en juillet de cette année. J'avais 8 ans quand ma grand-mère est venue nous rendre visite. Elle dormait dans la chambre d'amis, une pièce simple, toujours un peu plus froide que les autres, avec une vieille commode et ce grand lit qui craquait dès qu'on y posait un genou. Ce matin-là, mon frère et moi nous étions réveillés tôt. On est allé la rejoindre pour bavarder, comme on le faisait souvent quand elle était là. Le genre de matin tranquille où tout semble encore endormi dehors. On s'est glissé dans le lit à ses côtés, sous la couverture un peu rêche qui sentait la lavande. On parlait doucement, encore à moitié dans le sommeil, quand j'ai remarqué quelque chose au bout du lit. Une ombre. Pas une simple tache due à la lumière, pas un vêtement tombé. C'était une forme. Immobile. Dense. Comme si elle appartenait à la pièce, mais sans en faire vraiment partie. J'ai demandé à ma grand-mère si elle la voyait, moi. Mon frère aussi la regardait. Et tous les deux ont répondu oui. Le silence a pris toute la place. Je me souviens du bruit du vent dehors, du plancher qui craquait quelque part dans le couloir. Ma grand-mère, sans dire un mot, s'est lentement redressée. Elle a avancé à 4 pattes sur le lit, son regard fixé sur cette chose au pied du matelas. Et à mesure qu'elle approchait, l'ombre a commencé à se déformer. Pas brusquement, mais comme si elle coulait. Elle s'est aplatie, s'est étalée, puis a semblé se fondre dans le sol,
disparaissant sans un son. Comme si elle n'avait jamais été là. Personne n'a parlé pendant un long moment. Puis ma grand-mère a juste dit qu'il n'y avait plus rien, d'un ton calme, presque apaisé. On est resté là, sans bouger, à fixer l'endroit où la chose s'était dissoute. Rien d'autre n'a bougé. La lumière du matin a fini par entrer par la fenêtre, dissipant ce qui restait de la peur. Ça fait presque 30 ans, et on en parle encore tous. Pas avec la même inquiétude qu'à l'époque, mais avec cette fascination tranquille que laisse un souvenir qu'on ne comprend toujours pas. Ce n'était pas la première fois que quelque chose d'étrange se produisait chez moi, et certainement pas la dernière. Mais c'est le premier moment où j'ai su, sans explication possible, qu'il y a des choses qui existent en dehors de ce que nos yeux sont censés voir. J'ai une liste d'histoires étranges à raconter, mais celle-ci est de loin la plus terrifiante. J'aime la partager, même si, chaque fois que je la raconte, j'ai l'impression de la revivre. Quand j'avais 14 ans, ma famille et des amis sommes allés visiter la plantation Myrtle, à Saint-Francisville, en Louisiane. Dès notre arrivée, j'ai ressenti comme un voile lourd m'enveloppait. Avant que la visite ne commence, nous nous promenions autour de la maison quand j'ai entendu une voix dire « Où est Cornelia ?» Sur le moment, j'ai cru que c'était l'ami de ma mère qui parlait de sa fille, sauf que sa fille s'appelait Cameron, pas Cornelia. J'ai demandé à son mari où elle était, et il m'a répondu qu'elle était allée aux toilettes à l'intérieur. Pendant la visite, je me sentais ailleurs, comme dans un rêve. J'écoutais à peine, jusqu'à ce que le guide raconte l'histoire de Chloé, une esclave qui avait accidentellement tué sa maîtresse et les enfants de celle-ci en essayant de les empoisonner. L'un des enfants s'appelait Cornelia. Et c'est justement à l'endroit où j'avais entendu cette voix que la famille était enterrée. J'ai dû demander 2 fois au guide pour être certaine de ce que j'avais entendu. Plus tard, on nous a emmenés vers les grands arbres devant la maison, ceux où l'on pendait les esclaves. En m'approchant, j'ai eu la sensation d'être seul, comme si le reste du groupe avait disparu. J'ai vu des silhouettes suspendues aux branches, j'ai entendu des sanglots. J'ai eu la tête qui tournait, et ma mère m'a emmené m'asseoir sur un banc près de la maison. Je me suis mise à pleurer sans pouvoir l'expliquer. Le soir, nous sommes allés dîner dans un restaurant mexicain, mais je n'ai rien pu avaler. Ma bouche me brûlait, comme si j'avais des aftes. En allant aux toilettes, j'ai vu 2 plaies apparues soudainement à l'intérieur de ma joue. C'était étrange, elles n'étaient pas là plus tôt. Cette nuit-là, à l'hôtel, je me suis réveillé avec la sensation qu'on m'observait. Au pied de mon lit, j'ai vu une ombre noire, immobile. J'ai allumé la lumière de la salle de bain et je ne l'ai plus éteinte de la nuit. Après la visite, on nous a permis de prendre des photos de l'extérieur de la maison. À l'intérieur, seule une chose pouvait être photographiée, le miroir, où, dit-on, les âmes de la maîtresse et de ses enfants seraient piégées. Ma mère a pris beaucoup de photos dehors, mais nous ne les avons regardées qu'une fois rentrés à la maison. Sur l'une d'elles, j'ai vu quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué. Chloé. L'esclave qui avait accidentellement tué la famille. On la voyait clairement derrière le reflet de ma mère dans une fenêtre, une femme noire portant un turban et des vêtements d'époque, sans visage. Il n'y avait pourtant aucune femme noire dans notre groupe de visite. Ma mère avait pris 4 photos de la même fenêtre. Sur les 2 premières et la dernière, il n'y avait que mon frère et les chaises du porche. Sur la 3e, Chloé était là. Puis, plus rien. Sur les photos du miroir, une autre chose étrange est apparue. Dans le reflet, ma sœur et son amie, vêtues de blanc, se distinguaient nettement. Entre elles, on voyait 3 orbes noirs, une grande et 2 petites, comme une mère et ses 2 enfants. Elles apparaissaient sur toutes les photos prises par ma mère, mais pas sur celle de son amie, pourtant juste à côté d'elle. Pendant plusieurs semaines, j'ai eu l'impression qu'on me suivait, qu'on m'observait. Même maintenant, quand j'en parle, j'ai la gorge qui se serre et cette sensation de rêve irréel revient. La plantation Myrtle est considérée comme l'un des lieux les plus hantés de Louisiane, et après cette expérience, je n'ai plus jamais ressenti une peur aussi profonde, même dans d'autres endroits réputés hantés. Quelques jours après le décès de mon grand-père,
mon père et moi sommes allés dans son appartement pour récupérer une facture qu'il devait régler. L'endroit était vide. Ma grand-mère dormait chez nous depuis les funérailles, et l'appartement semblait suspendu dans un silence étrange. Les rideaux étaient tirés à moitié, l'air sentait encore le vieux tabac et la cire, et les lumières qu'on avait laissées allumées éclairaient à peine les meubles. C'était comme entrer dans une pièce que le temps n'avait pas encore décidé de reprendre. Mon père fouillait dans les tiroirs du buffet de la salle à manger, l'air de plus en plus agacé. Les papiers n'étaient nulle part, et chaque tiroir qu'il ouvrait ne faisait qu'ajouter au désordre. 10 minutes plus tard, il soupira, posa ses mains sur la table, et dit d'une voix lasse. « Bon sang, papa, où t'as mis ces fichus papiers ?» À peine avait-il prononcé ces mots qu'un bruit sec s'est fait entendre dans le couloir. Le détecteur de fumée s'est mis à biper, un son aigu, régulier, celui qu'il émet quand la pile est faible. Le genre de bruit qui vous traverse le crâne sans prévenir. On s'est regardés tous les deux, figés, avec ce mélange d'incrédulité et de trouble que seul un silence interrompu de la sorte peut créer. Le bruit venait du fond du couloir. On y est allé lentement, sans vraiment se parler. Sous le détecteur, il y avait un petit meuble métallique, un vieux classeur posé là depuis des années. Mon père l'a ouvert machinalement, et là, dans le premier tiroir, juste au-dessus d'une pile de factures et de papier jauni, se trouvait ce qu'il cherchait. Il n'a pas dit un mot. Il a juste pris la feuille, l'a glissée dans sa poche, puis a tourné les talons à toute vitesse. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer. Il m'avait laissé là, au milieu du silence revenu, avec le couloir vide et ce détecteur qui ne faisait plus aucun bruit. J'ai pris une grande respiration, éteint les lumières, verrouillé la porte, et je suis sorti à mon tour. En descendant les escaliers, je n'arrêtais pas de sourire malgré moi. Depuis ce soir-là, je le taquine souvent. « Et, papa, tu te souviens quand grand-père t'a répondu et que t'as pris la fuite ?» Il rit toujours, un peu gêné, mais je sais qu'au fond, cette nuit l'a marqué autant que moi. Parce qu'il y a des moments où les choses semblent trop précises pour n'être que des coïncidences. Et parfois, un simple bip dans un couloir vide suffit à faire croire que ceux qui nous ont quittés trouvent encore le moyen de se faire entendre. Jour de Noël, milieu des années 90. J'avais 5 ou 6 ans. La maison où nous vivions avait une véranda que nous utilisions pour les repas de famille. Ce Noël-là, il y avait mes parents et ma grand-mère. J'étais encore petit, donc je ne me souviens pas de grand-chose de cette journée, à part cet événement précis et ce qui a suivi, 2 souvenirs gravés dans ma mémoire comme si c'était hier. Le dîner était prêt. On a éteint la télévision et tout le monde s'est installé à table. À ce moment-là, on a entendu un bruit venant du salon juste à côté. Un son profond, guttural, comme un mélange de gargouillis, de quelqu'un qui s'étouffe, et d'un chant passé à l'envers. C'était terrifiant. Le silence est tombé, on s'est tous figés, puis on s'est regardés, essayant de comprendre d'où venait ce bruit. Mon père et ma grand-mère ont fouillé toute la maison, pièce par pièce, pour trouver une explication. Rien. Pas un appareil en marche, pas un animal, rien d'anormal. Finalement, on a fini par abandonner, sans comprendre, et la journée a repris comme si de rien n'était. Quelques mois plus tard, probablement au printemps, il s'est passé autre chose. Mon père adorait jardiner, et il entretenait presque tout le terrain à la perfection. Seul le fond du jardin m'était réservé, mon coin, à moi, où je pouvais faire ce que je voulais. Et moi, à 5 ans, ce que je voulais faire, c'était creuser. J'avais creusé un énorme trou, peut-être 60 cm de profondeur, sur environ 4 mètres de large, quand j'ai trouvé quelque chose. Un ensemble de dents supérieures, des dents humaines, prises dans une sorte de pierre rosâtre. C'était difficile à décrire. Peut-être que c'était une vieille prothèse dentaire transformée par le temps. Mais à l'œil nu, ça ressemblait bel et bien à des dents humaines. Personne n'a semblé trop s'en inquiéter. On a regardé ça comme une curiosité, un objet bizarre trouvé par hasard, et puis c'est tout. Ce n'était pas le seul événement étrange dans cette maison. Des années plus tard, on a appris qu'environ 60 ans plus tôt,
un ruisseau traversait le fond du jardin. Je suis quelqu'un d'assez sceptique par nature, mais ma mère, elle, en était convaincue, la maison était hantée. Et selon elle, quand nous avons déménagé, les esprits nous auraient suivis jusqu'à notre nouvelle maison, où, effectivement, quelques phénomènes étranges se sont encore produits. Nous étions au collège, et c'était le soir de mon anniversaire. Une de mes amies a proposé qu'on joue à un jeu où l'on frotte les tempes d'une personne pendant qu'elle garde les yeux fermés, tout en lui racontant une histoire d'une voix douce pour la mettre dans un état de transe. Je trouvais ça intéressant, et j'ai été choisie pour être celle qui raconte. C'était une bêtise de gamine, rien de plus, mais au bout d'un moment, la fille que j'essayais d'hypnotiser s'est complètement détendue. Le principe, c'était qu'une fois dans cet état, on pouvait lui poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas mentir. On posait des trucs débiles du genre « Quel prince Disney voudrais-tu embrasser ?» Puis soudain, son expression a changé. Son visage, d'abord doux et détendu, est devenu dur, anguleux. Et sa voix, quand elle a parlé, n'était plus la sienne. Elle a dit d'un ton grave « Pourquoi jouez-vous à ce jeu ?» J'ai répondu quelque chose comme « Josie, c'est toi qui as voulu jouer à ce jeu. » Je m'attendais à ce qu'elle ouvre les yeux en riant, mais non. Elle a répondu « Josie n'est pas ici en ce moment. » J'ai regardé mes autres amis, tout aussi perdus que moi. J'ai dit en riant nerveusement « Allez Josie, t'es trop marrante. Le jeu est fini, ouvre les yeux. » Mais elle s'est mise à rire d'un rire qui n'était pas le sien, sans ouvrir les yeux, et a tourné la tête vers une de mes amies en disant « Elle ne m'aime pas. » J'ai répliqué « Bien sûr qu'elle t'aime, c'est ta meilleure amie. » Allez Josie, arrête, c'est plus drôle. Je l'ai attrapée par les épaules et secouée. Mais elle ne réagissait pas, ni crispation, ni sourire, rien. Elle a seulement ri à nouveau et a dit « Vous êtes de jeunes filles bien naïves. » J'étais partagé entre la peur et la colère. J'ai demandé « Si tu n'es pas Josie, alors qui es-tu » Son visage a bougé, comme si quelque chose essayait de s'adapter à son corps. Mon autre amie, celle que Josie disait ne pas aimer, s'est mise à pleurer et à prier à voix haute, elle était très croyante. Pendant ce temps, une autre amie dormait profondément, comme si de rien n'était, au milieu de cette scène surréaliste. Josie n'a pas répondu à ma question. Elle a seulement tourné la tête vers mon ami en prière et a dit « Ton Dieu n'écoute plus les prières des hommes. » Mon amie s'est mise à prier encore plus fort, presque hystérique. J'étais furieuse. Soit Josie se moquait de nous, soit quelque chose d'inexplicable se passait, et je n'étais pas prête pour ça. J'ai repris ma voix calme du début et j'ai dit « Comment devons-nous t'appeler » Josie a redressé la tête et a dit « Ta langue ne peut pas prononcer mon nom. » Là, j'ai perdu patience. J'ai demandé « Alors qu'est-ce que tu es, si je ne peux pas dire ton nom ? Un démon ? Un fantôme ? Un alien ? Une autre personnalité ? C'est n'importe quoi Josie, arrête ton cirque. » Mon amie croyante a écarquillé les yeux parce que j'avais juré, et je lui ai lancé, sérieusement, tu penses que dire un gros mot est plus grave que ça, en désignant Josie. Josie a éclaté de ce rire terrifiant avant de dire calmement, tu es si en colère. Je t'ai toujours aimé. Mon amie croyante essayait de réveiller celle qui dormait, sans succès. Josie a dit, tu ne peux pas la réveiller. Il ne me reste plus beaucoup de temps. J'ai dit, parfait, j'aimerais que ça s'arrête maintenant. Elle a répondu, tais-toi. J'ai voulu me lever pour aller chercher ma mère, mais mes jambes étaient engourdies et je suis tombé directement sur son ventre. Elle n'a eu aucune réaction, pas un cri, pas un mouvement. Elle a juste dit, assieds-toi. Alors je me suis assise, tremblante. Elle a soupiré et a dit, tu es amusante, Sinisté, j'aurais pu te dire tant de choses, mais tu parles toujours avant de réfléchir. Tu as gâché ton temps. Je te regarde. Je vois tes rêves. Je sais ce qui t'est arrivé et ce qui t'arrivera. Puis elle s'est tournée vers mon amie croyante et a dit, tu aimes ton Dieu plus que n'importe quel homme et tu marcheras toujours seul. En se tournant encore un peu, elle a ajouté, tu la perdras quand elle trouvera son véritable amour.
Enfin, elle a relevé la tête et a dit, « Sinisté, tu seras seul dans le noir, toujours effrayé. » Puis elle m'a donné un nom pour l'appeler, en ajoutant que si moi ou mon ami en parlions à quelqu'un, nous subirions un grand malheur. Après ça, Josie a battu des paupières et a demandé si ça avait marché. Elle a vu notre amie en pleurs et on lui a dit qu'elle avait été difficile à réveiller, qu'elle avait juste dit qu'elle voulait embrasser le prince Eric de la petite sirène et qu'elle avait un faible pour Ryan. Elle a rougi, a ri, et on a décidé d'aller dormir. Plus tard dans la nuit, mon amie croyante m'a réveillé pour me demander si tout ça avait été un rêve. J'ai secoué la tête. Elle a prié, serré sa croix entre ses doigts et s'est rendormie. On en a reparlé plusieurs fois au fil des années, parce que ce genre de souvenir ne s'oublie pas. Ça s'est passé il y a 27 ans. Aujourd'hui, elle a 40 ans, n'a jamais eu de relation amoureuse et vit seule, apparemment sereine. L'ami qui dormait cette nuit-là a été tué par son ex-compagnon devant son fils. Et moi, j'ai été agressé dans le noir, en pleine nuit, alors que je dormais chez un membre de ma famille. Josie n'a jamais admis qu'elle plaisantait, et personne ne nous a jamais dit qu'elle faisait semblant. Mon amie croyante y voit une preuve du surnaturel et m'a poussé à me faire baptiser. Moi, je suis devenu athée. Je me dis que tout ça n'est qu'une série de coïncidences. Mais si jamais cette chose refait surface, je reverrai peut-être ma position. Je n'ai raconté cette histoire qu'à 4 personnes avant aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, j'ai peur du noir. Terrifié d'être seul. Ma famille possède une maison de campagne dans une région rurale du Missouri où j'ai passé beaucoup de temps en grandissant. Il y avait plein de lits et de chambres pour dormir, mais j'ai toujours choisi celle du sous-sol, parce qu'elle restait bien sombre même en pleine journée et que le lit était de loin le plus confortable. Pourtant, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti une drôle d'ambiance en descendant là-bas. En général, j'étais tellement épuisé par les journées passées à courir dehors et à travailler à la ferme que je m'endormais vite, donc je n'y faisais pas trop attention. Mais les choses ont commencé à devenir vraiment étranges vers mes 12 ou 13 ans. Le souvenir le plus marquant, c'est une nuit où je somnolais à moitié. J'ai vu une ombre humaine passer lentement devant ma porte. La chambre se trouvait tout au bout d'un couloir, et cette silhouette faisait des allers-retours, comme si elle montait la garde. Je laissais toujours la porte entr'ouverte, avec la lumière du couloir allumée, justement parce que cet endroit me mettait mal à l'aise. Cette nuit-là, je l'ai vue passer 3 fois, puis s'arrêter juste devant ma porte. Elle est restée là, immobile, pendant ce qui m'a semblé être 3 longues minutes, avant de s'éloigner. Ce qui m'a le plus glacé le sang, c'est que le parquet du couloir grinçait à chaque pas, d'habitude. Même mon petit corps d'enfant de 12 ans faisait craquer ses planches à chaque mouvement. Mais cette fois, rien. Pas un bruit. Comme si ce que j'avais vu n'avait aucun poids. L'autre événement, celui qui m'a définitivement fait quitter cette chambre, s'est produit quelques semaines plus tard. J'étais réveillé, allongé dans mon lit, les pieds dépassant du matelas. Et soudain, j'ai senti très distinctement un doigt glisser de mon talon jusqu'à la pointe de mon gros orteil. J'ai même senti l'ongle à la fin du mouvement. Je me suis figé, incapable de bouger. Le lendemain, je suis allé voir ma grand-mère. Je lui ai tout raconté et je lui ai demandé si je pouvais dormir à l'étage, dans une autre chambre. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de me révéler le secret de la famille. Mon arrière-grand-père avait construit cette maison dans les années 1950. Mais pour le faire, il avait dû déplacer la tombe d'un soldat confédéré qui se trouvait sur le terrain. Ils avaient fait rebénir la nouvelle sépulture par un prêtre à une 50aine de mètres de là, mais apparemment, cela n'avait pas suffi à apaiser l'esprit du soldat. Les adultes avaient toujours caché cette histoire aux enfants pour ne pas nous effrayer. J'ai encore plein d'histoires à raconter sur cette maison, mais ces 2-là sont celles qui m'ont le plus marqué. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais dormi dans cette chambre du sous-sol. Eh bien, il m'est arrivé plusieurs choses étranges. Une fois, je conduisais dans l'Indiana, entre l'Exstation et Valparaiso, je crois. Il devait être 5h15 du matin.
Il y avait quelques cerfs sur le bord de la route, prêts à traverser, alors j'ai ralenti et me suis arrêté pour les laisser passer. L'un d'eux m'a regardé droit dans les yeux, a penché la tête comme s'il réfléchissait à quelque chose, puis, il s'est mis debout sur ses pattes arrière et a traversé la route en marchant. Les autres ont fait exactement la même chose, se dressant sur leurs pattes arrière et trottinant tranquillement sur l'asphalte usé. Cette semaine-là, j'étais en formation avec mon contremaître. Il m'a simplement regardé et m'a demandé si j'avais vu la même chose que lui. Je n'ai pas répondu. J'ai juste appuyé à fond sur l'accélérateur. Une autre fois, je nageais dans le lac Michigan et j'ai ressenti quelque chose d'ancien. De très ancien. Ce lac a été creusé dans la terre par des glaciers gigantesques, des forces immenses et implacables. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'aussi vieux, d'aussi inébranlable que ces glaciers, tapis dans ses profondeurs. C'était comme s'il me regardait, et j'ai ressenti de ça par un mépris total, un rejet absolu. Je suis revenu à la plage, j'ai bu une gorgée de ma flasque, puis je me suis allongé sur le sable chaud. J'ai dû m'assoupir, parce que la fois suivante, je me suis retrouvé debout au bord de l'eau, vêtu d'un costume bleu impeccable. Je sentais l'odeur de la cendre et de l'ozone, et même sans me retourner, je savais que Chicago était en train de brûler. J'ai marché dans le lac Michigan. Je me suis réveillé juste au moment où ma tête passait sous l'eau. J'avais rêvé. Je me suis lavé le visage, j'ai pris le train pour rentrer chez moi, et j'ai essayé d'oublier. La dernière expérience est plus malveillante. Quand je vivais encore chez mes parents, je me suis réveillé une nuit en sentant qu'on me regardait. J'ai tourné la tête, et je l'ai vu. Un homme, d'une taille impossible, la peau noire comme du charbon, portant un haut de forme, qui me fixait. J'ai senti quelque chose trembler et j'ai vu ma chienne, une bergère allemande, allongée à côté de moi, tremblante et grondant dans sa direction. Il a baissé les yeux vers elle, puis a reposé son regard sur moi et a souri. Un sourire affreusement large, avec des dents cassées et tordues. Il a tendu la main et a attrapé une petite boîte en métal que j'avais laissée sur mon bureau. Il a dit quelque chose dans une langue que je n'avais jamais entendue, puis il a disparu. Aussitôt, ma chienne s'est mise à gémir et à me lécher le visage. Je n'ai pas réussi à me rendormir, mais j'ai supposé que c'était un cauchemar. J'ai emmené Lola faire une très longue promenade, jusqu'à ce que mes jambes deviennent lourdes, puis je me suis effondré de fatigue. Quand je me suis réveillé quelques heures plus tard, j'ai remarqué que la boîte n'était plus là. Pas sur le bureau, pas dans la chambre. Disparu. Et je ne l'ai jamais revu depuis. Je ne peux pas être sûr que les deux dernières choses soient vraiment arrivées. J'ai une dépression, et parfois je passe par des périodes de paranoïa ou de terreur intense. Peut-être que tout cela n'était qu'une série d'hallucinations. Mais je sais une chose, le monde est bien plus vaste et bien plus ancien que ce que la plupart des gens veulent admettre. Et nous ne l'avons pas conquis. Au mieux, nous avons réussi à y survivre. Quand j'avais environ 13 ans, j'avais une étagère dans ma chambre avec un cadre représentant une Camaro. Devant le cadre, il y avait un ballon de football et un ballon de basket. Un jour, ma famille et moi étions dans le salon à discuter pendant que le dîner cuisait, quand j'ai entendu un grand fracas venant de ma chambre. J'ai tout de suite pensé que mon chien avait renversé une de mes enceintes, alors je suis allé voir. En entrant dans la chambre, j'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé le cadre photo par terre, face contre le sol. Sur le moment, j'ai pensé qu'il avait simplement glissé de l'étagère. Mais en regardant de plus près, j'ai remarqué que les deux ballons, juste devant, étaient encore parfaitement à leur place. Si le cadre les avait touchés en tombant, ils auraient bougé, voire roulé par terre. Pourtant, rien. Tout était immobile, sauf ce cadre. Le plus étrange, c'est que toute ma famille avait déjà eu des expériences bizarres dans cette maison. Nous pensions qu'il y avait un fantôme, une femme grande et un peu ronde, toujours vêtue d'une brassière de sport et d'un pantalon de survêtement. Mon père l'avait vue une fois dans notre pré, ma sœur l'avait aperçue près du cabanon, et ma mère, un jour où elle était seule à la maison, s'était allongée pour faire une sieste quand elle a entendu quelqu'un lui murmurer à l'oreille « Sors d'ici ». Peu de temps après, mes parents ont fait bénir la maison.
Nous avons fini par déménager et quitter complètement la région. Des années plus tard, ma sœur a parlé avec la fille de la famille qui vivait là avant nous. Elle lui a raconté qu'à l'époque, elle dessinait des pentagrammes sur le sol et se coupait pour parler au diable. Autant dire qu'après avoir entendu ça, tout ce qu'on avait vécu là-bas prenait une tournure encore plus inquiétante. Ma famille possède une maison de campagne dans une région rurale du Missouri où j'ai passé beaucoup de temps en grandissant. Il y avait plein de lits et de chambres pour dormir, mais j'ai toujours choisi celle du sous-sol, parce qu'elle restait bien sombre même en pleine journée et que le lit était de loin le plus confortable. Pourtant, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti une drôle d'ambiance en descendant là-bas. En général, j'étais tellement épuisé par les journées passées à courir dehors et à travailler à la ferme que je m'endormais vite, donc je n'y faisais pas trop attention. Mais les choses ont commencé à devenir vraiment étranges vers mes 12 ou 13 ans. Le souvenir le plus marquant, c'est une nuit où je somnolais à moitié. J'ai vu une ombre humaine passer lentement devant ma porte. La chambre se trouvait tout au bout d'un couloir, et cette silhouette faisait des allers-retours, comme si elle montait la garde. Je laissais toujours la porte entr'ouverte, avec la lumière du couloir allumée, justement parce que cet endroit me mettait mal à l'aise. Cette nuit-là, je l'ai vue passer 3 fois, puis s'arrêter juste devant ma porte. Elle est restée là, immobile, pendant ce qui m'a semblé être 3 longues minutes, avant de s'éloigner. Ce qui m'a le plus glacé le sang, c'est que le parquet du couloir grinçait à chaque pas, d'habitude. Même mon petit corps d'enfant de 12 ans faisait craquer ses planches à chaque mouvement. Mais cette fois, rien. Pas un bruit. Comme si ce que j'avais vu n'avait aucun poids. L'autre événement, celui qui m'a définitivement fait quitter cette chambre, s'est produit quelques semaines plus tard. J'étais réveillé, allongé dans mon lit, les pieds dépassant du matelas. Et soudain, j'ai senti très distinctement un doigt glisser de mon talon jusqu'à la pointe de mon gros orteil. J'ai même senti l'ongle à la fin du mouvement. Je me suis figé, incapable de bouger. Le lendemain, je suis allé voir ma grand-mère. Je lui ai tout raconté et je lui ai demandé si je pouvais dormir à l'étage, dans une autre chambre. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de me révéler le secret de la famille. Mon arrière-grand-père avait construit cette maison dans les années 1950. Mais pour le faire, il avait dû déplacer la tombe d'un soldat confédéré qui se trouvait sur le terrain. Ils avaient fait rebénir la nouvelle sépulture par un prêtre à une 50aine de mètres de là, mais apparemment, cela n'avait pas suffi à apaiser l'esprit du soldat. Les adultes avaient toujours caché cette histoire aux enfants pour ne pas nous effrayer. J'ai encore plein d'histoires à raconter sur cette maison, mais ces deux-là sont celles qui m'ont le plus marqué. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais dormi dans cette chambre du sous-sol. Mon père m'a raconté un jour qu'après la mort de son propre père, il avait gardé les cendres dans le placard. Pas par négligence, mais parce qu'il n'était pas encore prêt à les répandre. Mon grand-père avait demandé à reposer sur notre terrain, près du grand arbre au bord du lac. Un endroit paisible, qu'il aimait. Mais les jours sont devenus des semaines, puis des mois, et l'urne est restée là, posée sur une étagère, dans le noir. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, il s'est réveillé sans raison. Il faisait froid, le genre de froid qu'on ressent jusque dans les os. Il a d'abord cru rêver, jusqu'à ce qu'il sente quelque chose. 2 mains glacées se refermaient autour de ses chevilles. Pas un courant d'air, pas une impression. Des mains. Solides, fermes. Et avant même qu'il ait le temps de comprendre ou de crier, ses mains l'ont tiré violemment, le faisant glisser jusqu'à moitié hors du lit. Un mouvement brusque, précis, presque familier dans sa brutalité. Il m'a dit qu'à cet instant, il a su. Pas besoin de réfléchir. Pas besoin de lumière. C'était lui. Son père. Ce geste lui ressemblait trop, autoritaire, sec, sans douceur. Même dans la mort, c'était un signe à sa manière. Un rappel, ou peut-être une réprimande. Comme s'il lui disait qu'il avait attendu assez longtemps, qu'il était temps d'honorer sa promesse. Au matin, il a pris l'urne sans dire un mot. Il est allé jusqu'au lac,
sous le vieux chêne, là où la terre est toujours un peu humide et où les feuilles bougent même quand le vent dort. Il a ouvert le couvercle, et a laissé les cendres se disperser doucement. Il m'a raconté que l'air semblait plus léger, que même l'eau paraissait plus calme. Il n'a rien ressenti d'étrange ensuite. Plus de froid, plus de tiraillement, plus de présence. Juste un silence paisible. Depuis ce jour, il n'a plus jamais gardé d'urne à la maison. Il dit en plaisantant qu'il préfère ne pas tenter le sort. Mais quand il en parle, sa voix baisse toujours d'un ton, comme s'il savait qu'au fond, cette nuit-là n'avait rien d'un rêve. Le jour où ma fille a été assassinée, j'ai trouvé son corps. Je l'ai tenu dans mes bras et j'ai senti mon cœur se briser. Une rage et une haine absolue se sont emparées de moi envers son meurtrier, à un point tel que je savais qu'en quittant son appartement, j'allais perdre le contrôle sur quiconque se trouverait sur mon chemin. Probablement sur son voisin, celui qu'il avait vu se faire frapper et traîner par les cheveux dans son appartement sans jamais appeler la police. Mais alors, une sensation m'a enveloppé. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie. Ce n'était pas humain, pas quelque chose que je pourrais décrire avec des mots. C'était comme si l'esprit de ma fille, ou peut-être le Créateur lui-même, m'avait touché. À travers ce sentiment, j'ai su qu'elle allait bien dans un autre plan, un autre monde, peu importe comment on veut l'appeler. J'ai compris que nous étions tous liés, que toutes les formes de vie le sont, et que si nous nous aidions les uns les autres, cette planète serait bien différente. Quand j'ai quitté cette pièce, j'étais une autre personne. Depuis, j'ai fondé une organisation pour venir en aide aux victimes de violences. C'est difficile, mais repenser à ce que j'ai ressenti ce jour-là me donne la force de continuer. Après des heures passées à parler avec les enquêteurs, nous sommes enfin rentrés à la maison. Mon mari et moi étions rallongés dans le lit. Ma douleur était si immense que je ne pouvais même pas pleurer, je ne faisais qu'émettre ce son, un gémissement incontrôlable, presque animal. Ma pauvre fille, elle n'avait que 18 ans. Et puis, mon téléphone, posé de l'autre côté de la pièce, s'est mis à faire du bruit. Il était pourtant en silencieux. Il s'est mis à prendre des photos, encore et encore, tout seul. C'était un téléphone tout neuf. Ce détail m'a frappé, parce que ma fille avait l'habitude de prendre nos téléphones à notre insu pour y laisser des selfies, des grimaces, des sourires, de petites surprises. Pour nous, c'était un signe qu'elle était là, que son esprit n'avait pas disparu, qu'elle allait bien, même sans son corps. Je sais que beaucoup ne croiront pas mon histoire, et c'est très bien ainsi. Je ressens simplement le besoin de la partager. Je ne prêche pas avant, j'avais horreur qu'on me parle de religion ou de croyance. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que notre Créateur existe, même si cela m'a laissé bien plus de questions que de réponses. L'homme qui a tué ma fille passera en procès en septembre. L'anniversaire de sa mort approche, le 6 mai. C'est une souffrance immense de penser à ce qu'elle a vécu, à tout ce qu'elle n'aura pas eu le temps de vivre. Mais je continue d'avancer, parce que je crois qu'un jour, je la reverrai dans un monde meilleur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.